Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation dans le cadre de la semaine FEP. Ce soir, nous allons tenter de démystifier l'analyse criminologique, de la prévention à l'enquête et nous vous parlerons des différents cheminements en fait, du certificat enquête et renseignement et du certificat en criminologie qui peuvent mener tous les deux au bac en études du phénomène criminel. Et pour en parler, nous accueillons Fabienne Cusson qui est responsable du certificat en criminologie et du backup en études du phénomène criminel, et Guillaume Louis, qui est responsable du certificat enquête et renseignement. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Écoutez, dans cette présentation, en quelques mots, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'analyse criminologique ou l'analyse criminelle. On va prendre un peu de temps pour vous présenter brièvement le certificat de criminologie ainsi que le certificat en enquête et renseignement. Et puis, on va essayer de naviguer dans divers chemins vous permettant effectivement d'atteindre une expertise vous permettant de devenir analyste en criminologie ou enquêteur ou enfin bref. On va évidemment parler des composantes du backup en études du phénomène criminel qui seraient particulièrement pertinents pour arriver à faire de l'analyse criminelle. Et puis, on va s'attarder aussi sur la question des études sup, en fait, surtout des différentes maîtrises qui pourraient vous outiller encore mieux pour devenir des analystes chevronnés de haut niveau. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'analyse criminelle? Écoute, je me lance et je laisserai la parole à Guillaume là, pour compléter ce que je dis. Écoutez, c'est tout ce qui comporte l'analyse du crime lui-même, soit les incidents, quelles sont les victimes, où est-ce que ça se passe, les modus operandi, mais aussi l'analyse du criminel, de la criminalité elle-même dans son étude macroscopique. Ça, c'est une vieille définition de Pinatel, mais que je trouve qu'il fait encore la job, comme on dit. En fait, c'est le fait de faire des recherches et des études qui vont porter sur la criminalité, les victimes, la réaction sociale, les mesures, tant préventives que répressives. Et puis, pour ce faire, il y a toute une stratégie de rigueur en arrivant à la fois poser le problème et pour en arriver à faire des recommandations. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Évidemment, poser bien diagnostiquer un problème, c'est toujours le nerf de la guerre. Conceptualiser les événements, hein, qu'est-ce qu'on entend par crime, qu'est-ce que c'est qu'une victime, etc. D'utiliser des méthodes de recherche éprouvées, tant quantitatives que qualitatives, selon l'objet de notre étude. Et puis, mettre à jour des schémas permettant de généraliser s'il s'agit d'une analyse macroscopique, ou alors d'appliquer à un projet ou à une enquête s'il s'agit d'analyses plus appliquées, justement. Dans tous les cas, vous en viendrez à devoir faire des recommandations. Donc, à titre d'expert, souvent, c'est le produit final de nos études, c'est de faire avancer la cause, le problème ou quoi que ce soit, et puis, évidemment, de faire tout ça. Mais pour être beaucoup plus spécifique que ça, parce qu'on est un peu vague et conceptuel là-dedans, je laisse la parole à Guillaume qui va vous donner plus de détails sur qu'est-ce qu'on fait en analyse criminelle. Merci Fabienne. Comment se traduit la présentation théorique de Fabienne et l'articulation autour de les mots qu'il faut retenir dans ce que vient de dire Fabienne, c'est méthodologie, rigueur. Comment ça se traduit sur le terrain en pratique? Quels sont les emplois en analyse? Ici, on vous présente une typologie qui peut être fluctuante d'un auteur à l'autre, mais cette typologie en 5 modèles d'analyse représente bien ce qu'on va retrouver sur le terrain. Puis vous allez voir que s'il y a 5 modèles d'analyse, ils ont pas tous la même ouverture en termes de possibilités d'accès. Le premier, très général, l'analyse de renseignement, c'est beaucoup la gestion de la menace. C'est identifier, définir les menaces autour de 2 grandes notions, les réseaux criminels, qui comptent évidemment
des réseaux de prostitution, des réseaux de pornographie juvénile, mais qui vont, lorsqu'on parle d'identifier des nouvelles menaces, vers plutôt ici des indices menant vers les menaces à la sécurité nationale, au terrorisme. Puis l'autre volet, c'est vraiment les groupes criminalisés, le crime organisé et la somme de toutes les organisations qu'on va retrouver dans le monde criminel, le monde interlope. L'objectif est de cerner leurs activités pour mieux être à même d'opérationnaliser et intervenir sur ces différentes manifestations criminelles. Fait que ça se traduit comment? Ben, par une gestion d'un énorme volume de données, des données qui sont issues, bien évidemment, soit des milieux policiers, mais c'est aussi beaucoup du travail autour de bases de données qui, malgré qu'elles ne soient pas en accès ouvert, ce qu'on appelle l'open source, qui sont des bases de données qui peuvent être évidemment au niveau bancaire, qui peuvent être gouvernementales. Et donc, c'est croiser toutes ces données pour mieux cerner un phénomène, mieux en cerner les activités, identifier les menaces immédiates à moyen terme, court terme, long terme qu'elles peuvent poser et donc penser par la suite les actions. Puis si on revient très, très rapidement sur la conclusion de Fabienne en termes de recommandations, bon, on voit là évidemment quel est tout l'intérêt de la recommandation que l'analyse du renseignement peut faire, à la fois pour des opérations qui sont sporadiques, donc qui vont viser un groupe particulier déjà identifié et essayer de voir si son niveau de risque et de menace est imminent, mais également une vision et opérationnalisée à plus long terme et penser le renseignement de sécurité à plus long terme. Fait que ça, c'est une forme de renseignement qu'on va retrouver dans les plus gros corps policiers, ceux qui ont ce qu'on appelle des niveaux de police suffisants pour travailler les manifestations criminelles d'envergure. Puis on va retrouver évidemment des analystes en renseignement, autant au Service canadien du renseignement de sécurité que du Centre de renseignement policier du Québec. De manière marginale, on peut retrouver ce type d'analyse de renseignement dans certaines structures d'État. Puis là, je pense par exemple à Hydro-Québec. Hydro-Québec, vous le savez, c'est des infrastructures qu'il faut nécessairement protéger, des infrastructures qui présentent certaines vulnérabilités, puis qui présentent des enjeux de sécurité importants. Donc, Hydro a des analystes du renseignement qui travaillent les menaces actives sur le territoire et éventuellement les nouvelles menaces à venir. Le deuxième, le profilage criminel, est probablement celui qui a été le plus vulgarisé par les œuvres de fiction, le cinéma. C'est probablement de tous celui, et je suis assez convaincu que Fabienne ne me contredira pas là-dessus, le plus sexy. Parce que le profilage criminel, c'est effectivement ce qui a donné lieu à toutes les œuvres de fiction au cinéma, dans la littérature policière, dans les séries, beaucoup aujourd'hui autour de cette idée du profileur, donc celui qui se prête à penser comme le criminel pour essayer de le retrouver, prévoir les prochaines itérations criminelles de cet individu. Bon, et il a beau être effectivement assez sexy, ce profilage qui allie autant la sociologie que la psychologie, autant l'étude de la personnalité que l'étude de l'environnement de l'individu via le profilage géographique. Pour être sexy, il est limité à un nombre très, 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 très limité d'élus. Je vous dirais que, par exemple, traditionnellement, il existe 2 profileurs pour l'ensemble de notre territoire. Actuellement, il n'y en a qu'un. Comme tout le monde, la COVID a pris le deuxième. Puis aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul d'actif. Puis on est une poignée d'universitaires à travailler sur le phénomène des crimes sériels, à nourrir les profileurs d'études sur un certain nombre de séries criminelles. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez difficilement atteignable et qui, pour l'atteindre, parce que ça n'est évidemment pas impossible en termes universitaires, pour l'atteindre, voilà, on verra à la conclusion de notre présentation quel est tout l'intérêt des études supérieures. Mais sans casser votre fun, accéder au titre de profileur, c'est quelque chose qui probablement restera un rêve pour vous, mais un rêve que vous pourrez quand même côtoyer, tutoyer, là où vous serez de votre vie le plus proche d'un profileur, c'est si vous venez dans mon programme en enquête et renseignement, puisque le profileur au Québec enseigne dans mon programme le cours théorie de l'enquête.
Mais pourquoi je vous dis que c'est si loin que ça de la réalité? Parce que, comme je vous l'ai dit, non seulement il n'y en a qu'un, mais c'est une trajectoire de policier pour arriver au profilage criminel appliqué au corps policier. Les 2 qui suivent, je vous dirais que c'est essentiellement là où on va retrouver un très, très gros bassin de professions puis d'analystes. D'abord, l'analyse tactique, vous voyez dans le descriptif, on l'appelle parfois l'aide enquêteur. Il est un soutien à des enquêtes. Fait qu'il intervient de manière sporadique sur des dossiers de l'heure. Fait qu'il va nourrir les enquêteurs qui sont en phase d'enquête et donc vont faire notamment de l'analyse de cas, vont essayer de voir si dans la somme des, par exemple, je ne sais pas moi, des introductions par effraction qui se passent dans ce quartier-là, est-ce qu'il y a une espèce de mode opératoire qui semble commun à plusieurs des crimes à l'intérieur de ce volume-là pour identifier éventuellement une activité sérielle, donc l'auteur de plusieurs cambriolages en série. Fait qu'on voit ici, c'est vraiment un support tactique à des enquêtes en cours. Ce qui est différent de celui qui suit l'analyse stratégique, lui, qui va beaucoup plus prendre de hauteur. Puis, lorsque Fabienne vous parlait de macro, c'est vraiment cette idée que l'on s'élève face à notre objet d'étude pour essayer d'identifier un contexte et un environnement plus général à la commission du crime. Puis là, ce que vous voyez dans le descriptif, c'est que c'est vraiment une analyse très globale des tendances de la criminalité, crime par crime, infraction par type d'infraction. C'est également une étude environnementale, géographique, pour être en mesure de bien affecter les ressources policières notamment. Lorsqu'ont été constitués les postes de quartier, les PDQ sur l'île de Montréal, ils ont été constitués autour d'analyses et d'analystes fines, telles que Fabienne, par exemple, pour bien savoir où et comment le mieux répartir nos effectifs, nos ressources, qui sont toujours évidemment limitées en fonction de la dispersion ou de la concentration de l'activité criminelle. Également, puis vous le voyez dans l'analyse stratégique, ce qu'il ne faut pas nous négliger, c'est que ça a aussi une vertu en termes de prévention de la criminalité. Donc, énormément d'analyses stratégiques visent ce caractère de prévention, puis de mesurer par la suite les impacts de programmes particuliers. Pensez par exemple à la surveillance par caméra, qui est quelque chose qui a été implanté au début des années 2000 et jusqu'aux années 2010 sur l'île de Montréal, particulièrement aux stations de métro où on voyait des pics de criminalité importantes. Voilà, l'intérêt est de voir quel est l'impact des mesures que l'on a prises sur la criminalité. Se distinguent quand même assez raisonnablement ces 4 premiers profils d'analystes qui tendent vraiment vers le milieu criminel de l'analyse administrative, que l'on va évidemment retrouver à l'intérieur des organisations criminelles, mais que l'on peut retrouver dans toute organisation, entité qui a traité un certain nombre de données. Fait que vous voyez ici, c'est beaucoup une fonction de conseil, faire dresser un état des lieux, parfois un état des problématiques. Si problématique il y a, voir si à l'extérieur, une même problématique a déjà été observée, puis quelles réponses ont été prises par les organisations qui vivaient les mêmes problématiques et voir si elles ne peuvent pas être répliquées, réutilisées dans le cadre de notre propre organisation. Et vous voyez, ça se termine encore une fois comme, mais ça de toute façon, pour les 5 profils, cette idée de recommandation est au cœur de l'analyse. Avant même de passer à la diapo suivante, je vous dirais que une des choses qui va définir un analyste, ce n'est pas juste quelqu'un qui joue avec des données, c'est aussi quelqu'un qui va jouer avec les mots. Okay? Un bon analyste, c'est aussi un bon communicateur parce qu'il va devoir écrire des rapports, des recommandations, puis s'il veut ou elle veut que ces recommandations soient moindrement suivies, il est important de bien savoir les verbaliser. Puis ça nous amène tout de suite vers c'est quoi le profil qu'est-ce que je m'attends à retrouver chez un bon analyste? Okay? Puis ici, je vous dirais que c'est un profil qui rejoint, qui est somme toute très proche de ce que je m'attends à retrouver chez un bon enquêteur. Et la première chose qui définit ici autant l'analyste que l'enquêteur, mais ce que j'espère par la suite, dans les prochains trimestres, retrouver chez vous, c'est la curiosité.
parce que c'est une qualité absolument essentielle pour l'analyste, l'enquêteur, mais tout autant pour l'étudiant. La curiosité, c'est ce qui va nourrir notre réservoir de réponses à des problématiques. Fait que la curiosité, c'est vraiment quelque chose qui est un incontournable universitaire. De toute façon, vous êtes là parce que vous avez la soif d'apprendre, la soif de découvrir, la soif de rencontrer, mais c'est quelque chose qui doit se poursuivre tout au long d'une carrière. Même lorsqu'on est bien établi, il s'agit toujours de garder les yeux et les oreilles ouvertes pour continuer à se nourrir et à nourrir notre capacité de réagir et de comprendre les réalités qui nous entourent. On parle beaucoup d'intuition lorsqu'il s'agit de l'enquête. Vous le savez, le pif du détective, ben, l'analyste tout autant doit avoir une certaine intuition. Une intuition pour trouver les problématiques, une intuition pour trouver la meilleure méthode, une intuition pour tout simplement, finalement, être en mesure d'apporter quelque chose à son organisation. Et si cette intuition est aussi essentielle à un enquêteur qu'elle l'est à l'analyste, cela dit, évidemment, elle est le lit d'un certain nombre de problèmes, ce qu'on va appeler notamment des biais cognitifs. C'est-à-dire que nos intuitions contiennent notamment nos préjugés. Les préjugés, on en a tous. Un certain nombre sont fonctionnels, évidemment, certains ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs et ils peuvent complètement contaminer le travail d'une enquête et peuvent tout autant contaminer le travail d'un analyste. Donc, pour contrôler cette intuition qui est un bon atout, qui n'est pas absolument nécessaire, mais qui est un bon atout, il y a la prudence. La prudence particulièrement lorsqu'on travaille avec ce niveau macroscopique qu'on vous a mentionné depuis le début de la présentation, c'est-à-dire essentiellement ici travailler avec du matériel quantitatif. La prudence ici est toujours de rigueur lorsqu'on fait l'utilisation de méthodologies et de statistiques. Elle l'est particulièrement lorsqu'on doit aider, on l'a vu dans certains profils, lorsqu'on a une aide directe à l'enquête, la prudence est vraiment de mise. Par exemple, je vous disais tout à l'heure comme illustration, on a dans un quartier une série de cambriolages, puis il s'agit de voir si on est capable de relier un certain nombre de ces itérations. Vous pouvez penser à des agressions sexuelles aussi. Ça fonctionne de la même manière pour voir si donc il y a à l'intérieur de ce volume-là des événements criminels qui se ressemblent. Ben là, ça prend de l'intuition d'en trouver, mais ça prend de la prudence pour ne pas mettre n'importe quoi dans l'analyse. Parce que si vous mettez n'importe quoi dans l'analyse et que vous secouez votre checker, à la fin, ce que vous allez servir à ceux qui attendent votre aide, ben, vous allez probablement complexifier et compliquer le travail et la tâche de l'enquêteur, voire même faire tout simplement capoter les débuts de l'enquête. Qu'est-ce qui permet également de contrôler le tout? Ce sont les savoirs. Puis là, vous allez être à la bonne place, autant dans le certificat de Fabienne en criminologie que dans le certificat en enquête et renseignement. Ben, c'est à ça qu'on sert. On est ce réservoir de savoir qui va vous être transmis par une foule d'experts. Nos deux équipes de chargés de cours feraient pâlir n'importe quel service de police ou d'analyse, puisque tout simplement, on a juste pris les meilleurs de tous les services pour n'en faire qu'un, notre programme. Ces savoirs universitaires sont absolument essentiels. Je vous le disais, la curiosité est ce qui permet au quotidien et sur un long terme d'alimenter notre capacité de réponse. Ben, les savoirs, c'est évidemment la même chose. Communication, je vous ai averti tout à l'heure, oui, il s'agit de savoir communiquer. C'est sûr que l'analyste n'a pas besoin autant que l'enquêteur d'interagir avec les autres, parce que l'enquête, c'est une interaction. Il faut pouvoir interagir avec des victimes, avec des témoins, des suspects. Bon, l'analyste, on le considère souvent un peu comme moi, vous le voyez, un espèce de rat de sous-sol. Mais ce n'est pas parce qu'on est un rat de sous-sol qu'on a un déficit nécessaire de communication. Bien au contraire, je vous l'ai dit, si vous voulez faire progresser vos idées, vous devez savoir bien les verbaliser. Puis souvent, si vous rentrez comme civil dans une organisation policière, ben, à l'entame de votre travail, il va y avoir des difficultés de communication parce que tout simplement, vous n'avez pas les mêmes référents, vous ne parlez pas les mêmes langages. Et à ce moment-là, ben, il s'agit par nos capacités en termes de communication, de bien rapporter les éléments de notre analyse pour que par la suite, ils se trouvent être appliqués concrètement sur le terrain et donnent des résultats. Finalement, puisqu'on parle ici concrètement de méthode, la méthode, c'est la rigueur. Et
autant dans les cours du certificat en criminologie, vous allez découvrir beaucoup de cours de méthodologie que dans le certificat en enquête et renseignement, qui tout autant va être axé sur l'organisation stricte et la rigueur du plan d'intervention, du plan de travail et du plan d'enquête. Merci, Guillaume. Trop intéressant. Alors, moi, je vous parle en 2 mots du certificat de criminologie. Donc, un certificat, c'est 10 cours universitaires que vous devez compléter à votre rythme. Et l'avantage du certificat de criminologie, c'est, comme je le mentionnais tout à l'heure, qu'il y a uniquement 2 cours obligatoires. Donc, vous pouvez le constituer un petit peu à votre guise et en fonction de vos objectifs. Évidemment, si vous désirez devenir analyste ou enquêteur, ben, certains cours seront davantage pertinents pour vous. Et on ne se le cachera pas, les cours de méthodologie de recherche deviennent des incontournables. Et on est tout à fait au courant que ce n'est pas les cours préférés des étudiants qui préfèrent entendre parler de psychopathie ou alors qui préfèrent entendre parler de thèmes comme la violence, la drogue, les gangs, la police, etc. Mais d'abord, je vous le dis, votre outil de travail de prédilection sera votre capacité à faire parler des données, donc d'utiliser des outils de méthodologie de recherche pour pouvoir à la fois aller les chercher, les faire parler et les présenter dans des rapports qui pourront servir à ce moment-là de recommandation. Cela dit, après ça, vous pouvez aller chercher des thèmes qui vous intéressent particulièrement. C'est sûr que la prévention, la criminalité économique, la question autour de la police et de la réaction sociale au crime va toujours être très intéressant. Mais d'approfondir, que ce soit des cours en droit, que des cours sur des problématiques spécifiques, vont vous aider à vous faire une connaissance, les savoirs dont parlait Guillaume, qui vont être à la base de votre expertise. Donc, vraiment, au certificat de criminologie, l'avantage, là, c'est d'aller chercher les ingrédients les plus pertinents pour faire de vous une base d'analyste sur laquelle vous mettrez à ce moment-là d'autres connaissances peut-être un petit peu plus spécifiques, que ce soit en enquête, en renseignement ou dans les programmes complémentaires sur lesquels on va revenir plus tard. À mon tour maintenant de vous présenter le certificat en enquête et renseignement. Et vous allez voir que la souplesse de Fabienne contraste beaucoup avec ma rigidité habituelle, naturelle. Là où Fabienne vous propose de butiner autour de son programme avec seulement 2 cours obligatoires et donc d'aller chercher ce que vous voulez, moi, c'est l'inverse. J'ai un programme qui compte également 10 cours, mais moi, j'en ai 7 obligatoires pour 3 optionnels. La raison ici est simple. C'est non pas une référence à ma rigidité, mais à la rigidité de l'enquête. Et la meilleure manière, finalement, en définitive, d'acquérir les connaissances, les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être de l'enquêteur. Le certificat est structuré autour de cette idée d'approche programme qui comprend une porte d'entrée, qui comprend une porte de sortie, puis à l'intérieur, un cheminement qui vous est dicté, un cheminement qui donc est absolument rigide pour favoriser le meilleur développement, la meilleure acquisition des connaissances. Je vais vous présenter très, très rapidement ces cours qui composent le certificat. La porte d'entrée, je vous dis, il y en a une, c'est le cours de théorie de l'enquête. C'est là-dedans que va vous être présenté c'est quoi qui se passe dans la tête de l'enquêteur, comment est-ce qu'il réfléchit, c'est quoi la logique spécifique à l'enquête, parce qu'il y a véritablement une logique très spécifique à l'enquête, dans le jeu des hypothèses notamment. Puis, c'est quoi les conséquences de la logique de l'enquêteur? Quand je travaille, c'est quoi le risque d'utiliser cette logique-là qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appelle les biais cognitifs? Il y en a qui sont spécifiques à l'enquêteur ou à l'analyste et qu'il s'agit évidemment de connaître pour être en mesure de les reconnaître et, si on les reconnaît, de faire en sorte d'amoindrir leur portée sur notre enquête. Bref, c'est vraiment ici une conception très, très théorique
à la limite, je le concède, philosophique de l'enquête, mais absolument nécessaire et que même des enquêteurs avertis suivent finalement avec plaisir. Une fois que vous êtes inscrit à ce cours-là, ben, vous débloquez un certain nombre d'autres cours. Et je vous le dis, le cheminement ici est un cheminement qui n'est pas libre, puisqu'il y a certains cours qui vont être préalables aux autres. Ces cours préalables sont essentiellement le bloc juridique, le cours de droit des enquêtes civiles, puis son vis-à-vis de droit des enquêtes administratives et pénales. C'est l'outil premier de l'enquêteur, c'est son cadre juridique. C'est le cadre dans lequel son enquête va être réalisée. Puis, c'est un besoin absolument essentiel pour l'enquêteur de bien maîtriser ce cadre, parce que s'il il considère qu'une des frontières de son cadre est en pointillé, ben, c'est la somme de tous ses efforts et le dossier, et éventuellement un criminel de renom qui va échapper au système, que ce soit par exemple par une perquisition ou la saisie d'un bien qui ne respecte pas les règles d'usage, vous ne pouvez plus utiliser en preuve ce qui aura été récupéré dans la perquisition et le bien qui aura été saisi. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et avant de pouvoir se projeter dans OK, ben, quelle technique d'enquête je vais utiliser, ben, il faut connaître le cadre de jeu qui est quand même, somme toute, assez limité parce qu'on a des pouvoirs importants lorsqu'on enquête. Ben, il faut savoir, faut connaître ces frontières de manière très, très, très évidente. En fait, si je peux me Oui, permettre, vas-y, Fabienne. petite anecdote, quand on faisait les études auprès des employeurs d'enquêteurs et qu'on leur demandait qu'est-ce qu'on devrait leur apprendre à faire, ils nous répondaient souvent: apprenez-leur déjà à ne pas gâcher l'enquête, puis ce serait pas pire. Et Yeah. gâcher une enquête, c'est essentiellement faire un geste qui compromet la preuve qui pourrait être présentée. Donc oui, c'est incontournable, ne serait-ce que pour pas nuire Ah plutôt oui. que d'aider. Puis avec des conséquences, avec vraiment des conséquences fâcheuses, peu importe qu'on soit en matière privée, civile ou en matière criminelle, administrative ou pénale, euh, dépasser cette frontière dont je vous parlais, la considérer comme un pointillé, puis s'en permettre une rapide, là, si vous êtes dans le privé, vous allez coûter des millions de dollars à votre client, puis croyez-moi qu'il va se retourner contre vous, puis vous allez risquer d'être pas mal endetté à vie, là. Puis si vous êtes en matière criminelle, administrative ou pénale, ben, vous perdez la cause. Puis au-delà de ça, il va y avoir tout un tas d'enjeux. Un criminel peut rester dans la nature, une victime, etc., etc. Bref, c'est pas pour rien qu'effectivement, lors de l'étude d'opportunité sur le programme, les gens du milieu, leur première préoccupation était que nos étudiants sortent au moins du programme en ne fuckant pas le chien. Exact. Vous voyez que, outre ces 2 cours de droit des enquêtes, s'ouvrent les cours optionnels. Et ici, bon, évidemment, si vous n'êtes pas intéressé à faire par un bac par cumul ou un bac par appellation, vous pouvez aller butiner dans le certificat en criminologie. Sinon, on offre tout un tas de cours optionnels qui vont vous donner une couleur particulière à votre programme. Par exemple, des cours qui sont offerts à Polytechnique en cyberenquête. Mais vous avez également le cours de renseignement qui vous est accessible. En revanche, vous voyez qu'il y a toujours encore ici 3 cours obligatoires qui demeurent inaccessibles, que donc vous allez devoir faire dans une deuxième puis une troisième session. Il faut 1 an lorsque l'on commence à l'automne pour compléter le programme. Donc, on le termine à l'été. Si vous commencez le programme à l'hiver, il vous faudra une session de plus puisque l'été est une session un peu morte en termes d'offres de cours. Donc, il vous faut d'abord, dans une session ou étalée en fonction de votre rythme, passer au travers du cours de théorie de l'enquête, des 2 cours de droit pour pouvoir débloquer les 2 prochains, le palier qui suit, qui est le cours ici qui va vraiment travailler les techniques d'enquête. Un cours d'abord d'entrevue, perquisition et saisie, puis un cours de stratégie d'enquête, l'organisation de l'enquête, la planification de l'enquête, puis les techniques particulières, la surveillance physique, la surveillance électronique, etc. Une fois que vous avez complété vos 6 premiers cours obligatoires, ben, c'est là que vous avez la porte de sortie dont je vous parlais. La porte de sortie, c'est le dernier cours du programme, le cours d'activité d'intégration, qui est une innovation absolument majeure, sous l'impulsion d'ailleurs de son ancienne responsable, Fabienne Cusson. Et ce cours-là a reçu le prix d'excellence en enseignement 2020 de l'Université de Montréal, catégorie innovation, parce qu'effectivement, c'est
toute une bibite. On vous impose, en fait, vous rentrez dans une véritable enquête, fictive évidemment, et virtuelle sur une plateforme qui repose en partie sur l'intelligence artificielle. Puis vous allez devoir passer au travers de votre enquête, de son commencement jusqu'à sa conclusion. C'est-à-dire que vous allez devoir créer, rédiger votre plan d'enquête, que vous allez devoir rédiger un plan d'entrevue, que vous allez devoir faire un travail de renseignement, évidemment, que vous allez devoir rédiger une autorisation judiciaire, puis finalement rédiger votre rapport d'enquête, et parce que finalement on n'est jamais définitif, un contre-interrogatoire par des avocats. Bref, c'est vraiment la trajectoire usuelle à laquelle va être confronté l'enquêteur dans son quotidien. Donc, vous voyez, la communication dont je vous parlais tout à l'heure est essentielle, autant pour l'analyse qu'elle l'est pour l'enquêteur, puisqu'on parle ici de communication et de savoir communiquer qui va être reposé sur l'oralité, le contre-témoignage, savoir faire une entrevue et tout autant écrite. Un enquêteur doit savoir bien gérer, bien écrire, autant dans sa prise de notes que dans son rapport d'enquête. Et c'est vraiment une activité qui, si elle donne le froid dans le dos à une pluralité de nos étudiants, in fine, est toujours une expérience qui reste gravée dans leur mémoire comme étant un des meilleurs cours auxquels ils aient pu assister. Alors, évidemment, pour devenir analyste en criminologie, pour devenir enquêteur, il y a encore là pas qu'un seul chemin pour y arriver. Et il y a certains postes au niveau de l'enquête, de l'inspection et de la vérification qui pourraient vous être ouverts après un seul certificat en enquête et renseignement. Donc, c'est tout à fait possible de travailler après le certificat, mais si vous pouvez penser davantage à l'analyse criminologique ou alors à une carrière un petit peu plus approfondie comme ça, je ne vous cacherai pas qu'on va vous encourager à poursuivre au-delà du certificat vers un baccalauréat, puisque ce sont quand même des emplois qui méritent 3 ans d'université, certains. Alors, il existe un baccalauréat à l'École de criminologie qui s'appelle le baccalauréat en sécurité et études policières, hein, qui est un 3 ans à temps plein 2 jours à Montréal et qui est fort contingenté et qui pourrait vous permettre de démystifier beaucoup d'aspects assez pertinents à l'analyse criminologique. Donc, il y a là une première voie, disons, plus traditionnelle, hein, mais évidemment, on parle ici du bac par appellation en études du phénomène criminel comme étant une belle option aussi. Cela dit, ce n'est pas nécessairement l'option royale selon moi, et je pense que Guillaume est plutôt d'accord avec moi. C'est-à-dire que de faire une base de criminologie et de victimologie, ce n'est pas nécessairement la meilleure base pour en arriver à devenir analyste, parce que victimologie est un petit peu trop axée vers l'intervention psychosociale et pas tout à fait assez vers l'analyse. Donc, très souvent, on va vous suggérer à ce moment-là soit de privilégier l'option de la majeure en criminologie ou alors de faire un bac par cumul sans appellation, mais dans lequel vous allez chercher vraiment les ingrédients qui vous intéressent le plus. Ce que je conseille souvent, c'est criminologie et enquête et soit sociologie pour plus de méthodologie pour une compréhension plus générale, soit un programme plus spécifique comme les programmes en cyber-enquête de la Polytechnique qui vous donnent des outils vraiment pour faire des enquêtes plutôt sur numérique et puis qui sont fort pertinentes. Il y a donc plusieurs recettes. Si vous visez le backup en études du phénomène criminel, il y a effectivement un certain nombre de possibilités là, mais notez bien que ce n'est pas le conseil absolu qu'on vous donne pour constituer un bac le plus pertinent possible pour l'analyse et puis pour l'enquête. Est-ce que là-dessus, tu aurais quelque chose à ajouter, mon cher Guillaume? Non, non, absolument, je te rejoins complètement. Le backup présente beaucoup d'intérêt. Puis, si vous tenez absolument à l'appellation, mais que vous vous destinez à l'analyse, je répéterai mot pour mot ce que Fabienne vous a dit. Allez-y donc pour une majeure en criminologie et le certificat en enquête et renseignement. Sinon, allez butiner parce que
c'est pas parce que je suis psychorigide dans mon programme que je pense pas que butiner n'est pas intéressant. Et effectivement, Fabienne a tout à fait raison de vous dire qu'un BACUM, un bac par cumul, aura beaucoup plus d'intérêt parce que va convenir à votre profil. Vous allez faire un baccalauréat à votre image, aller chercher exactement ce qui reflète vos intérêts. Vous aurez plus de plaisir à faire vos études. Et quand on a plus de plaisir, on a généralement aussi plus de succès. Donc, non, je te suis complètement. Puis, effectivement, je présente la diapo dont tu parlais par rapport au BACUM, où la criminologie demeure, pour analyste en criminologie, quand même le cœur nécessaire. Enquête et renseignement rajoute une petite dose de méthode et une proximité d'un des acteurs que vous allez côtoyer au quotidien, qui est l'enquêteur. Après, pour le troisième, effectivement, ben, je dirais que ça dépendra de votre profil et de votre champ d'intérêt. Tout Avais-tu à d'autres choses fait. à Je rajouter, pourrais Fabienne? même, je pourrais même ajouter plein de titres qui ne sont pas là. Par exemple, si vous voulez travailler comme inspecteur en santé sécurité au travail, ben, allez, faites un certificat en santé sécurité au travail. Si vous êtes particulièrement intéressé par l'analyse journalistique, ben, il y a d'autres possibilités là-dedans. Alors, allez-y, là, soyez créatifs, sachant que vous aurez une préparation de base solide, mais après ça, votre expertise, elle peut prendre toutes sortes de formes. Il n'y a pas un profil unique, il n'y a pas de question d'ordre professionnel ou des choses comme ça. Alors, allez-y avec vos coups de cœur et soyez opportunistes. Absolument. Ah, pauvre ça. Désolée. C'est rien. Les débouchés professionnels, euh, on en a présenté déjà quelques-uns en les orientant depuis le début sur essentiellement l'analyse. Ouais, est-ce qu'on s'écarte de parler de l'enquête de l'analyse? Non, parce que je vous dirais que là où il y a de l'enquête, il y a nécessairement de l'analyse. Et il y a même de l'analyse là où il n'y a pas nécessairement d'enquête, alors même que l'enquête est à peu près partout. Bref, des postes en analyse, et c'est votre curiosité puis votre créativité qui sera un frein à trouver un milieu d'emploi. Cela dit, puis je reviens sur quelque chose qui a été mentionné par Fabienne, ce sont des emplois qui, pour la plupart, vont requérir au minimum un baccalauréat et pour certains que je vais vous présenter, un cycle supérieur. Pourquoi? Fabienne en a parlé. C'est parce qu'avec les professions d'analyste et d'enquêteur viennent des responsabilités sociales qui sont conséquentes. Je vous ai parlé tout à l'heure des limites, des frontières à l'intérieur desquelles doit jouer autant l'enquêteur que l'analyste et que passer par-dessus ces frontières a un impact très important. Bref, tout ça signifie donc que les responsabilités qui incombent à l'enquêteur sont à ce point essentiel, important, que l'on s'attend d'une formation d'un minimum d'un baccalauréat. Fait que, oui, quelques postes vont être accessibles avec un certificat, mais l'essentiel des postes en analyse, eux, vont nécessiter au moins le baccalauréat. Et c'est particulièrement, je vous dirais, le cas concernant la sphère criminelle. Pourquoi? C'est là que les enjeux en termes de responsabilité sont les plus importants. Et à mesure qu'augmentent ces responsabilités et les enjeux sociaux, quand on parle d'enjeux sociaux reliés à la criminalité, c'est ne pas faire condamner quelqu'un qui le devrait ou au contraire faire condamner quelqu'un qui ne le devrait pas, sont à ce point essentiels que ces postes-là, bien que certains soient ouverts à partir d'un baccalauréat, la compétition est à ce point importante que la plupart d'entre eux vont requérir un diplôme de deuxième cycle. Fait que les corps policiers, particulièrement les corps policiers les plus sexy, c'est-à-dire ceux qui ont le niveau de police le plus important et donc qui héritent des dossiers les plus diversifiés et les plus graves. Et donc là, pensez évidemment à la SQ, au SPVM, au SPVQ notamment, vont être les destinations soleil de nos candidats. Ce que ça veut dire, destination soleil, c'est que c'est évidemment les postes qui sont les plus prisés, donc les plus soumis à compétition et concurrence. Or, puisqu'il existe à l'école de criminologie une maîtrise spécifiquement portée vers l'analyse, il faut considérer que vous allez avoir ça comme candidat en face de vous.
Est-ce que c'est rédhibitoire? Pas nécessairement. Après, il faut savoir vendre sa candidature, puis on verra tout à l'heure qu'il faut peut-être rajouter autre chose aussi que les savoirs universitaires à un moment donné dans sa trajectoire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. En revanche, lorsque vous allez, je vous dirais, en périphérie, en région plus éloignée, et là je parle de Laval et Longueuil essentiellement, Terrebonne, fait que très très loin, quoi. Là, vous tombez sur des corps municipaux, des sûretés municipales qui ont beaucoup également besoin de postes d'analystes qui sont un petit peu moins en demande, fait qu'un peu plus accessibles. Vous avez finalement les grandes centrales du renseignement dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit le renseignement canadien, le premier, le renseignement québécois. Là également, les chances d'entrée sont quand même assez bonnes à partir d'un baccalauréat. Mais comme on en a parlé, ça existe également l'analyse en dehors de ce milieu criminel. Vous le retrouvez dans le milieu administratif. Donc, tous les ministères ont besoin d'analystes. Les différentes commissions, que ce soit la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui en ce moment fait beaucoup l'actualité et dont on voit qu'elle mène des enquêtes. Et si elle mène des enquêtes, elle doit bien analyser la situation avant de se jeter en enquête. Un certain nombre d'agences étatiques également. Pensez Revenu Québec. Revenu Québec a quand même un bon champ d'analystes, a autant aussi des enquêteurs, des inspecteurs, des vérificateurs. Les sociétés d'État comme Hydro-Québec, je vous en ai parlé tout à l'heure, ont également ce type de portrait à avoir autant des enquêteurs qu'une équipe d'analystes qui va nourrir les enquêtes. Vous retrouvez des analyses dans les organismes parapublics, fait que les ordres professionnels et la direction des professions. Vous retrouvez évidemment un besoin en analyse au niveau des municipalités. Vous retrouvez ce même besoin et avec des postes qui parfois sont quand même assez intéressants en termes de choses que vous allez devoir concevoir parce que vous allez devoir innover avec peu de moyens. Ce qui est toujours la meilleure manière, je vous dirais, de se développer une tête, c'est le champ associatif qui regorge de petites organisations qui vont avoir besoin de vos compétences et qui certes sont des emplois qui ne sont pas toujours les mieux rémunérés, mais qui offrent des défis et qui sont vraiment à la hauteur d'une carrière en devenir. Euh, bon, dans les trois petits points, je vous citerai comme dernier exemple parce que Fabienne et moi avons tendance à beaucoup parler, surtout moi. Et je citerai comme dernier exemple, tous les organismes bancaires ont autant un volet en enquête qu'ils ont besoin d'analyse pour travailler la fraude, etc., etc. Okay, Fabienne, promis, j'arrête et je te laisse la parole. Mais non, c'est assez passionnant. Alors, écoutez, on est ici pour parler de certificat et de baccalauréat, mais comme promis, on va quand même vous parler un petit peu d'études supérieures parce que même si vous êtes encore des bébés étudiants, peut-être allez-vous poursuivre plus tard, peut-être développerez-vous une passion et puis voudrez-vous aller à la maîtrise. J'ai d'abord présenté quelques éléments dont je voulais vous parler qui étaient, mais pourquoi ou est-ce que je devrais poursuivre à la maîtrise après un bac? J'ai quelque chose à vous dire là-dessus parce que des fois, je rencontre des étudiants qui envisagent des études supérieures pour des mauvaises raisons. Une mauvaise raison pour envisager des études supérieures, c'est je n'ai pas vraiment trouvé d'emploi dans mon domaine, alors je vais continuer, ou alors je ne sais pas trop quoi faire d'autre, ou mes parents aimeraient ça que j'aille une maîtrise, ou enfin bref, quelque chose comme ça. Mais si vous n'avez pas profondément un amour des études, de la chose intellectuelle, une envie de lire, une curiosité d'approfondir, ben allez-y pas, vous allez être malheureux. Sachez qu'à l'école de criminologie, environ 50% des gens abandonnent leur maîtrise en cours de route, pas nécessairement parce qu'ils n'aiment pas ça, mais soit parce qu'ils se sont trouvés un emploi qui les satisfait, auquel cas ils n'étaient pas particulièrement intéressés par la maîtrise en tant que telle, ou alors parce qu'il s'avère que ça ne leur plaît pas comme type d'exercice. Alors évidemment, il faut s'intéresser à la recherche. Si les cours de méthodologie de recherche sont pour vous les horreurs totales et le passage obligé, ben sachez qu'à la maîtrise, vous allez appliquer ces compétences-là presque quotidiennement et il faut être à l'aise avec ça.
Évidemment, une bonne raison d'aller aux études supérieures, c'est pour atteindre une profession qui l'exige. On parle, par exemple, je dis professeur, ben effectivement, si vous voulez enseigner un jour à l'université, par exemple, ben, il vous faut minimalement une maîtrise et idéalement un doctorat, donc des études passablement longues. Mais je me plais beaucoup à dire qu'environ 50% des charges de cours du certificat de criminologie ont commencé comme étudiants au certificat de criminologie et là, ont continué et continué au-delà du bac. Des fois, on fait leur maîtrise et plusieurs d'entre eux ont fait leur doctorat et finalement reviennent enseigner dans notre université. Donc, vous voyez, pour progresser dans la carrière, des études supérieures peuvent être intéressantes, mais ça peut être aussi des bonnes raisons pour ajuster notre carrière ou propulser un changement de carrière. Si par exemple vous êtes analyste, mais que vous décidez de devenir chef d'équipe, gestionnaire, etc., bien, peut-être qu'une formation de deuxième cycle en gestion serait intéressante. Donc, il y a plein de raisons d'aller aux études supérieures, que ce soit en criminologie ou ailleurs. Et pourquoi s'abstenir? Hein? Ben, écoutez, abstenez-vous d'études supérieures si vous n'aimez pas la chose intellectuelle, vous n'aimez pas la recherche, etc., parce que c'est vraiment le cœur de l'affaire. C'est très différent des études supérieures que des études de premier cycle, notamment dans le stage, le rapport d'analyse ou le fameux mémoire, où là, vos compétences, effectivement, de rédaction vont être passablement mises au premier plan. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Guillaume? Ça, sans compter que la maîtrise offre aussi des cours obligatoires en méthodologie avancée. Okay, fait que, on n'y échappe pas. Non. Alors, il existe plusieurs maîtrises en criminologie à l'Université de Montréal. Elles se déclinent en plusieurs types de maîtrises. La maîtrise principale, là, c'est la maîtrise avec mémoire. C'était d'ailleurs la seule qui existait pendant des années et ça permet de toucher toutes sortes de thèmes. Des thèmes plus d'intervention, des thèmes plus d'analyse, qu'on s'intéresse à la réaction sociale, qu'on s'intéresse à une forme particulière de crime. Vraiment, si ça touche le crime et le système qui gère la criminalité, vous pouvez faire une maîtrise avec mémoire, pas de problème. Mais il existe aussi des maîtrises avec stage, soit en intervention, qui mènent d'ailleurs à l'ordre professionnel pour ceux qui le souhaitent, ou alors en analyse, ou alors effectivement deux maîtrises avec travail dirigé, l'un qui est une option sur la sécurité intérieure, qui peut être particulièrement intéressante effectivement pour un analyste, ou une option en criminalistique et information. Alors, la criminalistique, je vous le rappelle, c'est l'espèce de côté un peu CSI. Ce n'est pas de la criminologie comme on l'entend traditionnellement à l'école de criminologie. Et ça nécessite généralement l'accès à des laboratoires de sciences forensiques particuliers. Et c'est pour ça que si vous optez pour cette maîtrise-là, vous allez être obligé d'aller passer tout un trimestre en Suisse, à Lausanne, là où il y a un fabuleux laboratoire de criminalistique que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années. Et je vous dis, on s'y croirait dans le CSI. Ça, c'est les maîtrises en criminologie. Mais il faut savoir que les maîtrises en criminologie sont très contingentées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, et il faut être passablement un étudiant doué là, et avec des très bons résultats pour y arriver. Mais je vous rappelle que des propédeutiques, en fait, des années préparatoires, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que sur la base d'un baccalauréat, même si vous voulez faire une maîtrise dans un domaine dans lequel vous n'avez pas étudié au niveau du bac, bien, vous pouvez effectivement faire une année préparatoire, ce qu'on appelle la propédeutique, puis vous permettant d'accéder à ce domaine-là pour des études supérieures. Donc, ça peut être intéressant dans plusieurs domaines. Je vous mets le lien pour les programmes préparatoires de l'École de criminologie, parce qu'on parle de criminologie ici, mais sachez que le principe est le même pour d'autres types de maîtrises. Je
vous rappelle que pour certains d'entre vous, effectivement, les maîtrises de criminologie à l'Université de Montréal ne seront peut-être pas accessibles parce que vous n'aurez pas les notes mirobolantes qu'il faut pour rentrer là. Alors, je voulais quand même vous laisser sur quelques programmes de deuxième cycle qui sont moins contingentés et qui me semblent être utiles aussi si vous voulez faire de la criminologie et de l'analyse. Par exemple, la maîtrise en sociologie. On oublie souvent la sociologie, mais c'est notre grand-mère disciplinaire. Hein? Avant qu'il existe la criminologie, de la victimologie, de l'enquête, tout ça, ça s'appelait la sociologie. Donc, vous pouvez étudier toute forme de délinquance et de réaction sociale à la marginalité, à la délinquance, à la criminologie, à l'intérieur de maîtrise en sociologie. Et ça, il y en a dans toutes les universités au Québec et ailleurs, et de façon beaucoup moins contingentée, pas parce que les programmes ne sont pas bons, mais parce qu'à force de développer des programmes disciplinaires plus spécifiques, on a comme oublié notre grand-père ou notre grand-mère à tous. Pour les intervenants parmi vous, beaucoup plus que les analystes, je recommanderais une maîtrise en travail social. Hein. Mais sachez qu'il y a aussi un DESS en criminologie clinique à l'Université du Québec en Outaouais qui, pour l'instant, recrute encore massivement parmi nos baccalauréats par cumul. Et puis, il existe aussi une maîtrise à Ottawa pour dans laquelle, pour rentrer, il faut avoir obtenu une moyenne de B+, qui est quand même plus accessible. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. Ceux qui veulent continuer, éventuellement nous appeler, discuter de vos idées et de vos envies, puis on pourrait éventuellement vous guider vers quelque part pour compléter votre formation après certificat. Pour conclure la présentation, ce qu'il faut voir, c'est que les études, c'est une trajectoire. Une carrière, c'est une trajectoire et une trajectoire qui est tout sauf linéaire. Et ce n'est pas parce que vous allez mettre un premier pied dans cette trajectoire par notre certificat, on vous l'a expliqué tout à l'heure, que nécessairement au sortir du certificat, vous allez tomber sur l'emploi de rêve, qu'après le certificat en enquête et renseignement, vous allez devenir profileur. Non, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est réservé à peu d'élus, mais je ne veux pas vous décourager d'essayer de vivre vos rêves. Après tout, j'ai eu le même rêve que vous, puis je l'ai atteint. Fait que, comment je l'ai fait? Ben, un peu avec le profil dont Fabienne parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis aussi un produit de la FEP. Bon, j'avais un certain niveau d'études en France en droit, mais j'ai décidé de me réorienter. Je me suis réorienté où? À la FEP. Fait que oui, j'avais une formation initiale, j'avais travaillé un petit peu, mais les choses ne me satisfaisaient pas à pratiquer le droit. Fait que j'ai décidé de venir ici, puis de refaire mes classes, puis de monter petit à petit. Et c'est ça, une orientation universitaire, si elle repose sur la curiosité, ne peut pas être linéaire. Puis votre parcours ne le sera pas. Ainsi, là, vous allez entamer une formation initiale, mais ce que l'on vous suggère, c'est de manière concurrente, essayer d'accumuler des expériences pratiques, bénévoles, de terrain. Attention, en revanche, pas au point où ça pourrait affecter vos résultats universitaires, mais il est tout à fait possible. L'essentiel de nos étudiants travaillent et suivent des études. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, à moins que vous vouliez absolument performer pour obtenir les résultats dont parlait Fabienne, pour vous inscrire dans un programme de maîtrise où, là, moi, je vous suggérerais plus de vraiment essayer de briller le plus possible dans vos études. Sinon, moi, je vous suggère très largement d'essayer d'être au contact avec le terrain. Pourquoi? C'est parce que ces petites expériences bénévoles vont bien souvent être la clé qui va pour vous permettre d'aller chercher une première expérience initiale, celle qui est si difficile à aller chercher parce que tous ces postes-là demandent de l'expérience. Alors, comment on en acquiert? On en acquiert en étant curieux, en étant toujours vigilant, dès qu'on voit quelque chose, d'essayer et donc de décrocher à la fois une formation initiale de qualité au sein de nos certificats, de nos programmes, mais également de compléter cette expertise via des expériences à l'extérieur. Mais ce n'est pas la fin de la trajectoire.
Le premier poste ne demeure qu'un premier poste. Et si vous avez un certain potentiel et sentez ce potentiel en vous, que, eh ben, il va falloir le nourrir. Donc, le nourrir, ça passe par la formation continue. Ça passe éventuellement, comme je vous l'ai expliqué, par un changement. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous êtes là pour ce changement de contexte, ce changement d'orientation qui va vous faire généralement revenir à la spirale avec une formation initiale dans ce nouveau champ, etc., etc. Puis plus les choses vont, c'est comme de la sédimentation, c'est des grains de sable, ben, plus l'expertise va s'acquérir dans une juste balance, autant de savoir universitaire que de savoir acquis sur le terrain, pratique. Puis c'est ça finalement qui nous permet d'atteindre la satisfaction, le point d'orgue de notre carrière. Fabienne, as-tu quelque chose à rajouter? Non, tu parles tellement bien. Arrête donc. Que, Laura, voilà qui conclut Oui, notre présentation. merci. Alors, c'était encore une fois passionnant de vous écouter. Nous allons passer à la période de questions-réponses.